RDC, slogan aussi, les drapeaux rwandais brûlés. À Goma, nous recevons Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. En brûlant un drapeau au Rwandais, des jeunes ont manifesté leur colère dimanche à Goma. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo contre le Rwanda accusé de soutenir les rebelles du M23 qui sont à quelques dizaines de kilomètres de la ville. On ne veut pas voir de Rwandais chez nous, criaient des manifestants. Nous leur donnons 24 heures. Si on les voit demain, c'est fini, affirmait l'un d'eux. Face à lui, un jeune brandissait une longue machette en direction du Rwanda. Alors, Mamadou, c'est l'illustration que tout est presque gâté entre les deux pays frères. En tout cas, quand on prend comme baromètre les populations congolaises, surtout celles qui sont à la frontière avec le Rwanda, c'est clair. N'oublions pas qu'il y a quelques semaines, ces populations avaient entamé une manifestation qui avait abouti même à un échange de tirs entre les forces de défense et de sécurité du Rwanda et de la RDC. Pour dire que s'il fallait s'en tenir aux populations, la RDC serait aujourd'hui en situation de guerre par rapport au Rwanda, puisque derrière tout ce que les populations disent, c'est ça. Heureusement, pour le moment, le président Tshisekedi, même si son discours est devenu un peu plus musclé par rapport au Rwanda, est resté encore dans une posture où il est possible de faire quelque chose. Rappelez-vous, lors des manifestations précédentes, les gens réclamaient depuis fort longtemps que l'ambassadeur du Rwanda soit expulsé. Ce qui est fait maintenant. C'est ce que Martin Fayulu l'a réclamé à corps et à cri plusieurs fois. Mais si on le fait aujourd'hui, ça veut dire que la situation s'aggrave de plus en plus, malgré que l'Union africaine a choisi le président de l'Angola pour pouvoir faire la médiation. Et cette situation qui s'aggrave, on le voit sur le terrain. Et c'est ça surtout qui explique le ras-le-bol des populations. On est dans une zone où il y avait déjà des groupes armés. Parce qu'on est en train d'oublier les autres groupes armés, parce que le M23 est en train de prendre le devant. À cause de ces groupes armés, vous avez des populations déplacées. Aujourd'hui, ces populations déplacées qui étaient dans des situations extrêmement difficiles sont en train d'être à nouveau des populations déplacées. Parce que le M23 est en train de gagner des localités de plus en plus. Mais ça fait partie également de ce qui explique pourquoi les gens en veulent au Rwanda, parce que le M23 qui a été défait par la RDC, aidé par la MONUSCO, comment ils se sont reconstitués, d'où viennent ces hommes, mais surtout d'où vient cette force sur le plan militaire qui leur permet de faire reculer l'armée de la RDC et de conquérir des territoires. Pour les populations, il n'y a aucun doute, tout ceci, c'est le Rwanda qui est derrière, et ce sera le bol que l'on voit quand il brûle le drapeau du Rwanda, quand il demandait l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, et même quand certains demandaient clairement si les militaires n'ont pas le courage, on n'a qu'à leur donner les armes, eux ils sont prêts à aller pour affronter ces gens-là. Alors, Mamadou, ça veut dire quoi quand vous voyez les déplacés comme ça qui fuient les zones de guerre? C'est que sur cette zone en particulier, c'est terrible. C'est terrible parce que vous avez des populations qui avaient déjà des problèmes avec toutes sortes de groupes armés, parce que le Congo également, c'est cette particularité, vous avez des dizaines de groupes armés. Et c'est comme si c'est une affaire saisonnière. Il fut un temps, c'était le M23. Aujourd'hui, c'est redevenu encore le M23. Il fut un temps, c'était plutôt les ADF. Bon, leur temps n'est pas encore parti parce qu'ils continuent encore à faire du mal aux populations. Mais ces gens-là vivent dans la difficulté depuis combien d'années? Rappelez-vous le discours d'investiture du président Tshisekedi. Il avait refait l'historique et trouvé qu'il n'était pas normal qu'une partie des populations congolaises vivent dans des conditions aussi difficiles pendant aussi longtemps. Il avait même pris une décision qui avait été saluée, c'était de transférer carrément le quartier général de l'armée dans cette zone instable pour pouvoir résoudre définitivement, puisque c'est l'expression qui avait été utilisée, ce problème. Malheureusement, il n'est pas loin de la fin de son mandat. Non seulement le problème demeure, parce que quand il parlait, le M23 n'en faisait pas partie à l'époque, mais aujourd'hui, le M23 s'y est ajouté. Et vous voyez ces populations qui ne savent plus où donner de la tête, puisque vous êtes déjà déplacés. Là où vous êtes allés pour vous réfugier, le M23 est venu prendre ces zones. Certains sont partis, d'autres sont restés en acceptant d'être tout simplement sous la gestion
du M23. Alors, le dernier événement qui crée encore plus les tensions entre les deux pays, Mamadou Diouf, c'est que le Congo dit avoir vu des soldats rwandais qui sont venus soutenir le M23. Le Rwanda démentit formellement cela. Oui, le Rwanda, le président Kagame en particulier, reste droit dans ses bottes. Il n'y a pas d'intervention du Rwanda au Congo. C'est un problème entre les Congolais. Mais personne n'y croit. Pour deux raisons. Vous avez un groupe qu'on appelle le GIEC, qui est un groupe indépendant qui n'a rien à voir avec nos États, un groupe d'études sur le Congo, mais qui avait écrit clairement qu'il y a des soldats rwandais sur le terrain. La RDC l'avait dit, n'oubliez pas qu'ils avaient présenté même 2 soldats rwandais qui disaient avoir capturé. Le Rwanda avait toujours dit non. Mais les Nations Unies ont fait des enquêtes qui ont montré de façon extrêmement claire qu'il y a des Rwandais parmi le M23. D'ailleurs, quand le président Tshisekedi est allé la dernière fois à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a demandé que le rapport des Nations Unies soit publié dans son intégralité, puisque tout n'a pas été publié. Il a demandé également que le Rwanda soit sanctionné. Mais comme sur le plan international, les pays ont des soutiens, l'ONU n'est plus véritablement un arbitre, parce que l'ONU également a des pays qui supportent tel ou tel autre pays. La RDC aujourd'hui se sent en situation d'injustice et c'est comme si les gens regardent au lieu de venir intervenir. Mais le discours comment il s'appelle encore, du président rwandais, le discours des Rwandais de façon générale sur la question, personne n'y croit parce que, en plus de ce qui a été prouvé par la RDC elle-même, vous avez d'autres sources qui sont des sources indépendantes qui le prouvent. L'autre élément, mais d'où ils tiennent cette force? Pour subitement des gens qu'on avait oubliés carrément, revenir subitement, et dans la zone, ils prennent de plus en plus de territoires. Tout récemment, ils ont pris 2 autres territoires, et la prise de ces 2 territoires a augmenté encore le nombre de populations déplacées au niveau de la zone. Donc malgré les démentis du Rwanda, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un dans le monde aujourd'hui qui ne croit pas que le Rwanda est impliqué d'une façon ou d'une autre dans cette affaire. Y compris vous-même. Mais bien sûr, en fait, les organismes internationaux, c'est en fait ça le rôle. Quand ils jouent leur rôle correctement, ils ont cette capacité d'avoir des informations. Le GIEC dont je parlais, ils ne travaillent ni pour le Congo, ni pour le Rwanda. C'est des gens qui travaillent sur les zones de conflit, qui connaissent très bien comment travailler également dans ces zones de conflit. Mais les populations sont également là. Pour dire qu'on a vu des Rwandais, parce que bon, c'est des populations frontalières, c'est des gens qui se connaissent. C'est des gens qui savent se reconnaître les uns les autres. Il y a des témoignages qui font qu'aujourd'hui, ce n'est plus la peine de discuter si le Rwanda soutient les M23 et s'il y a des militaires rwandais avec eux ou pas. La tension est allée loin. Kinshasa demande à l'ambassadeur du Rwanda de plier ses bagages. Oui, le président Tshisekedi est obligé de poser un acte. Parce que dans cette lutte, il faut qu'on fasse attention. Je le dis tout le temps, la population ne gouverne pas. Alors que dans cette affaire, les populations sont en train de vouloir gouverner. N'oubliez pas que ces mêmes populations, à un certain moment, s'en sont pris à la MONUSCO. Jusqu'à ce que ça crée un drame parce qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu destruction de biens, on a dû même replier un certain nombre de soldats de la MONUSCO qui étaient au niveau de la zone. Ça veut dire que le ras-le-bol des populations, il est indiscutable. Il est indiscutable. En ce moment, il faut qu'on fasse très attention parce que la guerre peut partir des populations. Celui dont vous parlez, qui avait son sabre dirigé vers le Rwanda, mais le geste qu'il fait, ce qu'il montre, c'est quelqu'un qui est prêt au combat contre le Rwanda. Mais il faut qu'on respecte les règles. J'espère qu'ils ne feront pas la guerre au Rwanda, parce que la médiation va trouver une solution, c'est tout ce que je souhaite. Mais même s'il fallait faire la guerre, c'est le président Tshisekedi, avec son état-major militaire, qui prenne la décision de la guerre. Alors que si on ne fait pas attention, avec la sensibilité de cette zone, on risque d'assister à nouveau à un affrontement entre les deux armées à cause des manifestations des populations de la zone qui, quand elles manifestent, ont tendance à aller à la frontière du Rwanda et à chercher à se battre avec les soldats rwandais. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de médiation, Mamadou Diouf. Est-ce qu'il y a encore une chance à cette médiation dirigée par le président angolais, Joao Lourenço?
il y a encore une chance. Ce qui est curieux, on avait réussi à les rassembler. Tout le monde avait pensé que les choses vont se régler progressivement parce qu'on ne règle pas. Une médiation, c'est aussi ça. C'est pas venir rencontrer les gens et le problème est résolu. Mais ce qui se passe sur le terrain montre malheureusement que pour le moment, la médiation n'a pas donné le résultat attendu. Parce que si la médiation avait donné le résultat attendu, le président Tshisekedi n'allait pas renvoyer l'ambassadeur du Rwanda, puisqu'on lui a demandé ça plusieurs fois. Il y a eu des pressions de la société civile, des partis politiques, etc. Il n'avait jamais cessé de dire le Rwanda, c'est notre voisin. Ce qu'ils font, ils nous font du tort, mais on va résoudre le problème par la négociation. On peut dire qu'il est dépassé aujourd'hui. Ouais, mais non seulement il est dépassé, mais il y a la population qui est en train de déborder et qui ne tient plus le langage du président de la République par rapport à ce conflit. Et en même temps, c'est comme si c'est les populations qui ont raison parce que le M23 avance. L'armée n'a pas réussi à faire reculer le M23 depuis qu'ils ont recommencé à prendre certains des territoires au niveau de la RDC. Ben, pour les populations, ça veut dire qu'on est en train de laisser ces gens faire. Et les populations ont tendance à dire, mais si l'armée ne fait pas le travail, nous-mêmes, nous allons faire le travail. Alors que ce n'est pas la règle quand même dans un pays organisé. C'est au président de la République, c'est à l'armée de s'organiser en la matière. S'il y a besoin de faire appel à un soutien des populations, parce que tout citoyen doit pouvoir participer à la défense de l'intégrité du territoire, mais tout ça quand même sous la direction du chef de l'État et des plus hautes autorités de l'armée. Mettre les populations devant, c'est courir un risque extraordinaire pour cette zone. Alors Kigali, elle refuse de renvoyer l'ambassadeur congolais. Comment vous interprétez cela? Eh bien, c'est très simple. Si vous attrapez votre voleur la main dans le sac, si vous lui demandez de crier au voleur, je ne crois pas qu'il va crier au voleur. Parce que quand vous l'attrapez, c'est déjà un problème. S'il crie au voleur, les autres vont venir. Kigali n'a aucun intérêt à ajouter de l'huile sur un feu où les bois ou bien l'allumette, c'est eux qui l'ont apporté. Déjà, on les attrape la main dans le sac. S'ils commencent également à réagir diplomatiquement de la même façon, on va se dire, mais qu'est-ce que ces gens-là veulent finalement? C'est pourquoi Kigali reste dans sa posture, qui est d'appuyer un mouvement, mais de dire, je n'ai rien à voir avec le mouvement. La stratégie, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Bien des pays étrangers ont engendré des coups d'État dans nos pays en disant que nous n'avons rien à voir avec. Bien des pays ont soutenu des rébellions dans nos pays en disant nous n'avons rien à voir avec. Alors qu'il y avait des éléments qui prouvaient à travers les armes, à travers des financements, à travers des formations, qu'ils étaient impliqués dans ce qui se passait. C'est actuellement la posture du Rwanda qui semble quand même être particulièrement intéressé par cette zone de la RDC parce que ce n'est pas la première fois que le Rwanda rentre sur le territoire du Congo-Kinshasa. Alors Kigali travaillerait pour quelqu'un, Mamadou, selon vous? Ben, dans ces conflits, comme j'ai dit, il faut toujours se poser la question qui est sur le terrain, qui est derrière. Même si parfois c'est très difficile de dire qui est derrière parce qu'un bon tireur de ficelle, vous ne le voyez pas. Même la main qui tire, vous ne voyez pas. Vous pouvez à la limite voir la ficelle, mais vous ne verrez pas la main qui tire, encore moins le visage. Mais à la réflexion, moi je m'interroge sur quel intérêt. Parce qu'à part l'exploitation des ressources qui sont là-bas, une instabilité à la frontière du Rwanda est un danger pour le Rwanda. Et de façon générale, nos pays savent rendre un coup par un coup similaire. Si le président Tshisekedi se décide également à soutenir les FDLR, qui sont des groupes armés qui s'opposent au président rwandais, mais vous imaginez ce que ça va faire. Et souvent, on appelle ça la réciprocité. Viens, arrête ce que tu fais, tu refuses, ah bon, j'ai fait comme toi. Mais qui gagne dans cette situation? Je ne le vois pas. Les guerres en Afrique, franchement, moi je suis foncièrement contre, que ce soit des guerres à l'intérieur des territoires ou des guerres entre des territoires africains. On doit avoir tout dans la tête, sauf de nous affronter entre nous, parce que ce que nous avons comme problème aujourd'hui, ce que ça produit comme résultat en matière de catastrophe, le nombre de morts est supérieur au nombre de morts que la guerre engendre. Donc on ne nous ajoute pas une guerre dans une situation où on a du mal à prendre en charge correctement les populations. Est-ce qu'on peut comprendre l'attitude amorphe de l'Organisation des Nations Unies? Ben, on peut comprendre puisque les Nations Unies sont bloquées de fait.
C'est malheureusement ça. Depuis combien de dizaines d'années on pose le problème du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il faut revoir? Sa composition d'abord. Le problème du droit de veto. Mais les gens n'écoutent pas. Et quand les gens n'écoutent pas, la conséquence, c'est que quand un pays a parmi les membres du Conseil de sécurité un soutien fort qui détient les membres permanents, qui détient un droit de veto, mais vous allez voir toute la procédure se faire pour aller vers une condamnation du pays, une simple condamnation, sans sanction. Arrivé au Conseil de sécurité, la puissance avec un P majuscule dépose son veto, les choses s'arrêtent là-bas. Parfois, vous réussissez même à engendrer une condamnation au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies en jouant sur le côté majoritaire. Parce qu'il n'y a que 5 membres qui ont le droit de veto, ils sont loin d'être majoritaires. Mais c'est eux qui vont également bloquer votre condamnation ou bien votre sanction qui n'ira nulle part. Ça fait que malheureusement, aujourd'hui, pour résoudre les problèmes, d'un point de vue technique, d'un point de vue médiation, vous avez tout un ensemble d'instruments à la disposition des Nations Unies, mais malheureusement, l'instrumentalisation des Nations Unies par un certain nombre de puissances font qu'aujourd'hui, vous allez voir les Nations Unies dans un pays agir de façon parfaite, vous allez voir les mêmes Nations Unies agir dans un autre pays, vous n'allez pas reconnaître l'Organisation des Nations Unies. La raison, c'est que parmi ces pays qui ont le droit de veto, il y a un qui est là, qui dit aux gens, ne vous fatiguez pas, si vous arrivez, je vais bloquer. Bon, en ce moment, les gens se rendent compte que les efforts financiers, physiques, humains ne porteront pas leurs fruits. Alors, pour chuter, comme on parle de réaction militaire, est-ce que selon vous, Mamadou Diouf, le président Félix Antoine Tshisekedi ou l'armée congolaise a de la ressource pour faire face à ces rebelles ou faire face éventuellement au Rwanda? Avoir les ressources ou pas, on risque d'y arriver. Parce que cette avancée du M23, si le président Tshisekedi, si l'armée de la RDC ne fait pas quelque chose, les populations vont se retourner contre le président Tshisekedi et contre l'armée. Puisque la question du territoire dans tous les pays du monde est une question sensible. Aucun pays n'accepte qu'on vienne lui prendre une parcelle de son pays. Alors qu'ici, ce n'est pas une parcelle, les gens sont en train d'avancer, d'occuper des espaces, d'obliger les populations à aller. C'est le premier élément. Le deuxième risque, il peut se retrouver en guerre, c'est-à-dire pas chercher la guerre, mais se retrouver en guerre, parce que ces populations qui manifestent, mais qui disent qu'on donne un délai et que dans 24 heures, on ne veut plus voir le Rwandais, mais on risque même de voir les populations s'en prendre à des Rwandais qui ne font pas partie de l'armée du Rwanda, qui font partie simplement de la population civile. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est une option dangereuse, parce qu'on assiste en ce moment à plutôt un affrontement entre des populations qui sont proches les unes des autres, parce qu'autant il y aura des Rwandais en RDC, autant il y aura également des Congolais de RDC au niveau du Rwanda. Vous imaginez si les populations se mettent à se venger les unes sur les autres, ce n'est véritablement pas le chemin. Il faut plutôt souhaiter que la médiation puisse trouver assez rapidement, ne serait-ce que de quoi apaiser d'abord la situation, et ensuite de quoi résoudre la situation, et que le Rwanda accepte sa responsabilité et recule au lieu de continuer à mettre la tête dans le sable. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Marque la petite pause comme d'habitude pour le jour.